Pour avoir plus de contenu, Sur les finances et l'éducation patrimoniale, abonnez-vous à la chaîne. plan P. Il est 15h08, on est un peu en retard, désolé. Désolé Aldric, parce que c'est vrai que du coup on a couru, on a fini un peu tard sur l'art. Parce que Nicolas m'a dit non, je veux pas finir, on attend, donc je dis ok. Donc on a fini l'art. Là on va parler de private equity avec toi. Donc Aldric Aimier de chez Climb, alors je sais jamais si je dis bien. Si, climb, grimper en anglais, nickel. C'est cool. Ce que je te propose peut-être, c'est qu'on parle de ce sujet-là, le private equity, sujet dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps, je trouve. Dans cette journée, on voulait vraiment passer un moment dessus. Ce que je te propose, du coup, c'est te laisser la main. S'il y a des questions, je te les poserai en flux tendu. Peut-être te présenter un peu directement et puis après. Ouais, ok, super. Bah, déjà, merci pour l'invitation et bravo pour ce que vous faites parce que j'ai vu l'organisation parfaitement carrée depuis le début avec le nombre d'invités, avec le plan de préparation avant. Donc, honnêtement, bravo pour ce que vous avez Merci. fait. C'est très merci. cool. Tu peux Well dire done. tu. Hein Non, parce que j'ai quand même beaucoup contribué au volet technique et opérationnel. Hein. C'est ça. Moi, je m'appelle Aldric Aimier, je suis le cofondateur et CEO de Climb. La mission de la boîte, c'est de réinventer la gestion de patrimoine. Donc, très concrètement, on permet à nos clients d'optimiser leur fiscalité et leur épargne. Là, aujourd'hui, le sujet du moment, donc, c'est le private equity, une classe d'actifs qu'on aime beaucoup chez Climb et je vais expliquer pourquoi. Et là, le but, c'est avec le plus de pédagogie possible, et puis vous allez évidemment m'y aider, expliquer la grille de lecture pour bien investir dans le private equity. Donc pour commencer, alors le programme que je propose, c'est qu'est-ce que le private equity, les avantages et les inconvénients, une stratégie d'allocation en private equity, qu'est-ce que ça signifie, et enfin comment agir concrètement quand on veut se lancer dans le private equity. Alors tout d'abord, le private equity, c'est le fait d'investir dans des entreprises qui sont non cotées en bourse. Voilà. Un chiffre qui est intéressant à partager, c'est que tu as 90% des entreprises qui font plus de 100 millions de dollars d'EBITDA aux États-Unis qui sont non cotées. EBITDA, si tu peux juste. En termes de profitabilité, de résultats. Okay. Alors qu'en tant que particulier, la plupart des gens font quoi ? Investissent en bourse. Donc, comprendre comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette classe d'actifs, évidemment. Pour rappeler les bases dans le développement d'une entreprise, il y a 3 phases. La première phase, c'est le capital risque. Donc là, le capital risque, ce sont des entreprises qui sont en création. Ouais. Évidemment, qui ont un couple rendement-risque qui est assez large. Donc, moi, ce que je recommande, c'est, oui, investir dans du VC, dans du capital risque, mais y mettre une petite partie de son patrimoine, maximum, on va dire 3%. Ouais. Après, il y a le stade du dessus, c'est le capital développement. Donc là, le capital développement, c'est des entreprises. De toute façon, là-dessus, je te coupe, mais on peut peut-être repréciser, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec du coup l'art et tout ce qui est objet de collection. Notamment les montres, les voitures, les cartes Pokémon, tout ça. Il ne faut pas trop investir dessus, de manière à ce que justement ça soit de la diversification pure. On reste sur des actifs qui sont volatiles, plus risqués. Donc il faut quand même bien respecter une répartition. Et du coup, la pyramide du patrimoine qu'on a déjà vu aujourd'hui, qu'on avait revu dans la semaine. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Complètement. Parce que c'est hyper important. Et d'autant plus que le capital risque, c'est le plus risqué dans le private equity. Après, quand on monte en termes de stade de maturité de l'entreprise, il y a le capital développement. Là, c'est des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de résultats, d'EBITDA. Et enfin, il y a le capital transmission, le fameux LBO. Donc là, c'est des boîtes qui ont beaucoup de maturité et c'est des fonds qui prennent souvent une participation majoritaire. C'est des boîtes qui font des dizaines ou même des centaines de millions de résultats. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question c'est pourquoi est-ce qu'on parle en ce moment du private equity ? Je sais que vous avez eu un autre invité sur le private equity. Il y a beaucoup de communication autour de cette classe d'actifs pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle apporte une performance historique qui est bonne. Il y a beaucoup aussi d'acteurs de fonds de private equity qui communiquent beaucoup sur des médias français. Et enfin, parce que le business model du private equity, c'est aussi important de le comprendre, que ce soit pour des cabinets en gestion de patrimoine, des banques privées ou des family office, est intéressant, puisque ça apporte à la fois des commissions quand le client souscrit, en échange évidemment d'un accompagnement, pour l'expliquer, pour ceux qui nous écoutent, en échange d'un accompagnement avec un conseiller qui va structurer toute la stratégie patrimoniale, et aussi des commissions récurrentes tout au long de la vie du fonds.
Donc c'est pour ça que des acteurs comme nous, évidemment, on s'intéresse à cette classe d'actifs. Évidemment, ce qui compte pour le client final, c'est le rendement net. Oui. Donc c'est une classe d'actifs qui se démocratise. Maintenant, si je devais le simplifier, pourquoi est-ce qu'il faut investir en private equity? Je dirais qu'il y a 3 principales raisons. Un, je l'ai évoqué, c'est la performance historique de la classe d'actifs. Ok. On parle de 13,4% de rendement net depuis 20 ans en moyenne D'accord. sur le segment le plus important, donc le LBO. Ok. 2, c'est la résilience face aux crises, face aux incertitudes de marché. Et 3, c'est le fait qu'il y a un alignement d'intérêts, parce que quand tu rentres dans un fonds, eh bien, tu es investi aux côtés du gérant qui, lui, a un intérêt, parce qu'il a un intérêt à ce que la performance soit faite sur le long terme. D'accord. Voilà, et ça justifie qu'il y a une part importante des institutionnels, des family office qui y allouent une partie de leur patrimoine. Et est-ce qu'il n'y a pas plus de private equity ou on va dire d'investissement qui est fait en private equity avec les grands changements technologiques? Typiquement la bulle Internet, Oui, la génération Z qui typiquement, s'y met aussi. l'IA, tu vois, avec les nouvelles phases où tu as des pirouettes qui sont faites au niveau des technologies. Ouais. Voilà, en effet, de manière... si on regarde, tu parlais de diversification, il faut aussi être diversifié en termes de secteur. Et dans le secteur que tu viens d'évoquer, la technologie, tu peux y avoir accès soit par le marché coté, Ouais. où tu as des trackers, des ETF, vous avez dû en parler, qui te permettent d'être exposé de manière générale sur le Nasdaq, sur les nouvelles technologies et l'IA, mais même de manière plus générale, il y a des ETF sur l'IA. Donc ça, tu peux le faire en fait indépendamment du côté ou non côté. Ouais, Tu peux le faire sur le côté avec les ETF, mais aussi sur le non côté, Bien sûr. où là, tu rentres dans des fonds qui ont un axe sectoriel important dans la tech et dans l'IA. Et pour te répondre plus précisément, la plupart des gros fonds de growth buyout ont une part significative sur la tech et l'IA. Ouais, bien sûr. Donc, tu as une captation de valeur quand même quand tu as des grands changements technologiques, qui est peut-être plus importante que sur des technologies qui sont à maturité, on va dire, ou en tout cas en recherche de nouvelles technologies. Ouais, tout à fait. Et donc, pour enchaîner sur quel type d'acteurs en fait, investissent dans le private equity, on a parlé des institutionnels et des grandes familles. Les institutionnels, quand on parle de grands institutionnels, il y a qui? Il y a les fonds de pension, les fonds de dotation, les grands assureurs, les fonds souverains. Et eux, ils y allouent, là j'ai mis de manière générale 20, mais ils y allouent même une plus grosse partie de leur patrimoine. Donc ça, voilà, ça permet d'avoir une idée de la répartition des instituts et des grandes familles. Et on peut voir que le private equity représente 20%. Pour un client final, pour savoir quelle partie ça doit représenter, nous on dit entre 5 et 15, parfois 20%. Et ça va dépendre évidemment du profil de risque du client. Pour faire très simple, pour ceux qui nous écoutent, avantages et inconvénients. Les principaux avantages de la classe d'actifs, c'est un rendement qui est potentiellement élevé, c'est décorrélé des marchés cotés, ça te permet d'avoir accès à des entreprises qui sont en forte croissance et tu as un effet de sélection des experts quand tu accèdes aux fonds de private equity qui sont les plus performants, qu'on appelle les fonds de premier quartile. Et les inconvénients, illiquidité. Ok. Tu vois, tu es bloqué en moyenne 10 ans. Ouais, donc ça, c'est très important de le rappeler. C'est pour ça que souvent, je pense pour la Gen Z, par exemple, c'est des choses qui sont vachement importantes dans le sens où c'est des gens qui sont jeunes, tu vois, années 90-2000. Donc, année des Pokémon, Enco, ouais, exactement. Et donc, du coup, tu peux pas aller arrête de rigoler, toi. Non, mais tu peux pas aller... Je vais prendre un tacle sur mon âge, donc... On joue. Exactement. Hein. Tu peux pas aller chercher, pour moi, trop d'illiquidité dans ces âges-là. Non, c'est vrai. Parce que c'est l'âge de la construction des projets, mais peut-être les gens qui sont un peu plus de ton âge, du coup... Voilà. C'est vrai que tu es le plus âgé d'entre nous, Nico. Merci. Donc, non, je sais pas. Si, non, mais 83, donc oui. Tu as plus de possibilités à aller... 83 ans, non. Non, mais... Tac la cheville. Tu as plus de possibilités à avoir de l'actif ou de la trésorerie plus illiquide parce que tu as plus de carrière, normalement tu as fait ta résidence principale, tu as fait ton développement patrimonial déjà, donc tu es plutôt sur une phase de diversification forte. Quoi. Ouais, donc tu as en effet l'illiquidité qui permet d'avoir un rendement important. Tu as le risque de perte en capital, tu as la visibilité, tu as des valorisations qui sont moins fréquentes, contrairement à lorsque tu investis en bourse, tu peux avoir accès immédiatement à la performance. Et tu as des frais qui sont souvent élevés, qui sont justifiés. Tu regardes certains gros fonds de private equity, les plus performants. Pourquoi est-ce que les grandes boîtes vont les chercher ?
notamment pour l'accompagnement qu'elles vont avoir avec les partenaires de ces fonds-là. Tu parlais de tech et d'IA. Si tu vas aller, tu vas dans un fonds comme Thomas Bravo, qui est un des meilleurs fonds sur la tech et l'IA, et ben tu vas attendre d'eux que tu aies accès à des partenaires du fonds qui vont te mettre en relation avec les meilleures personnes, qui vont t'aider sur la strat, etc. Tu as aussi des équipes legal, des équipes compliance, tout ça, ça a des frais. Donc le fait d'accéder à ces fonds-là, bah, tu payes des frais. Mécanique. Ce qui compte, encore une fois, c'est le rendement net que tu vas avoir quand tu es client final. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais essayer de faire le plus simple possible et arrêtez-moi si ça ne l'est pas assez. C'est hyper clair. Donc, quand on investit dans le private equity, première chose à faire, il faut répondre à des questions très simples qui permettent de déterminer quels sont ses objectifs. Est-ce que je suis plutôt prudent, modéré et dynamique ? Quel est mon horizon d'investissement ? Est-ce que c'est 5 ans ? Est-ce que c'est 7 ans ? Est-ce que c'est 10 ans ? Est-ce que c'est plus ? Et enfin, qu'est-ce qu'on veut faire des cash flows ? Des cash flows, c'est-à-dire de l'argent qui va rentrer ou qui va sortir. Une fois qu'un conseiller a déterminé cette stratégie, eh bien, il y a plusieurs manières d'investir dans le private equity. Bon, j'ai listé les principales stratégies là, qu'on peut regarder sur la slide. Il y a ce qu'on appelle la stratégie primaire. En un mot, c'est vous rentrez au tout début de la création d'un fonds. Okay, la durée, 10-12 ans. Le rendement potentiel net de frais, entre 10 et 15%. Donc le multiple entre 1 x 5 et 2 x 5 la mise. Et les caractéristiques principales, on accède à des fonds de performance pure. Okay. Ça, c'est le primaire. Ça représente le gros du monde du private equity. Après, il y a le secondaire. Donc là, le secondaire, ce sont des opportunités de rachat d'entreprise. La durée est un petit peu moins importante, elle est entre 5 et 10 ans, je préfère dire 10 ans. Le rendement net de frais, il est entre 12 et 18%. Les multiples de 1,4 à x2. Et donc, c'est des rachats de positions primaires qui sont avec une liquidité qui est un peu plus rapide. Après, tu as le co-investissement. Donc là, tu es avec un fonds et tu investis en direct dans une boîte. Okay. Ça, c'est entre 4 et 7 ans. C'est ce qui peut apporter le plus de rendement, mais c'est ce qui est aussi le plus difficile à obtenir quand on a un investisseur particulier. Ouais, pour pouvoir rentrer dans la boîte et être dans le deal, complexe. Exactement. Quand on rentre dans un fonds de private equity, souvent d'ailleurs, les co-investissements sont réservés aux personnes qui peuvent investir les montants les plus significatifs. Ouais, évidemment, oui. Là, on ne veut pas 10 personnes au board, quoi. On en veut une ou deux. Et ça se justifie donc par des rendements qui peuvent aller entre 12 et 20%, x2, x4 la mise. Voilà. Et les frais peuvent être aussi réduits pour les personnes qui rentrent. Après, il y a la dette privée. Alors ça, c'est pas du private equity, si on emploie le bon terme. C'est un actif privé, c'est de la dette privée. C'est du prêt direct aux entreprises. La durée est un peu plus courte, entre 5 et 7 ans. Les rendements, logiquement, sont un peu plus faibles, entre 7 et 12%. Il y a moins de risques embarqués. Et ça permet d'avoir des revenus réguliers, donc un risque modéré. L'infrastructure, c'est l'immobilier. Ce sont des actifs réels. C'est plus long terme, entre 10 et 15 ans. Les rendements un peu plus modérés, 8 à 12%, fois 1,3 jusqu'à 1,8 sa mise. Et donc, ce sont des revenus stables et des actifs tangibles. Et après, il y a le réemploi, je passe assez vite là-dessus, le fameux 150 OBTR, qui permet d'avoir un avantage fiscal. Les rendements sont moins importants, entre 4 et 8%. Et ça permet d'avoir un report d'imposition et un cadre fiscal. Bon, c'était un petit peu technique, mais pour ceux qui ont envie de savoir quelles sont les différentes stratégies, c'est important de comprendre ça. C'est bien déjà de donner la vision d'une stratégie. Parce que souvent, les gens, pour eux, le private equity, c'est juste la même opération tout le temps et j'investis là-dedans. Alors que là, ce que tu nous montres, c'est que non, il y a des maturités de société qui font que je peux investir sur différents sujets et du coup, j'ai une rentabilité ou un risque qui peut être lié en fonction de ça. Exactement. Et le but du jeu, si on parle de diversification, la diversification la plus globale qu'on peut expliquer, c'est en termes de classe d'actifs, de zone géographique, de secteur et de taille d'entreprise. Ouais. Mais là, au sein du private equity, être diversifié, donc au sein de cette classe d'actifs, ça veut dire être exposé sur ces différentes stratégies. Donc, si on est primo-investisseur, évidemment, ça va paraître être un peu plus complexe. Et généralement, les primo-investisseurs vont rentrer sur une stratégie plus simple. Mais dès lors qu'on va investir des montants un peu plus significatifs, là, il y a vraiment un apport de valeur à être diversifié au sein de la classe d'actifs. Voilà. En termes de prochaines étapes, c'est un peu plus succinct. Non, mais c'est clair, voilà. En termes de prochaines étapes, si on veut agir, parce que
Ça, j'ai constaté avec certains utilisateurs que même lorsqu'ils sont convaincus d'avoir la bonne stratégie pour investir, il y a toujours un délai, toujours du temps entre le passage à l'action, quoi. Exactement, le fameux passage à l'action. Et donc, pour qu'il y ait ce passage à l'action, il faut d'abord se rendre compte de ce que ça peut donner avec sa situation personnelle. Oui. Donc, il faut faire une simulation. Une simulation, c'est donner des informations personnelles pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de flux financiers. Donc, si j'investis tant cette année, qu'est-ce que ça pourrait faire sur les années futures. Donc voilà, définir son profil de risque, l'horizon et l'allocation. La deuxième étape, c'est l'investissement. Donc on souscrit aux fonds sélectionnés. Là, le but, ça va être d'avoir accès à des fonds de premier quartile qui sont ceux qui apportent la meilleure performance. Et enfin, c'est avoir un suivi de ces investissements pour récupérer son capital et récupérer ses gains. Des reporting intermédiaires pour voir un peu comment se porte la boîte, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils mettent des nouveaux produits en place, être impliqué, quoi. Et justement, les fonds dans lesquels les clients peuvent souscrire t'envoient de manière trimestrielle des reportings avec évidemment la valorisation du fonds et tu sauras quand est-ce qu'il va y avoir des distributions. Généralement, quand tu investis en private equity, les distributions, il faut attendre au moins 4-5 ans pour les avoir. Et donc, une fois que tu as... Peut-être si tu investis au secondaire. Et là, ça peut être un peu plus tôt. En fait, ça dépend quand est-ce que tu rentres. Tout à fait. Avec la fameuse courbe en J, là, qu'on voit. Ouais, avec le secondaire, tu as des distributions qui peuvent être plus courtes. Oui, parce que ça dépend au moment où, en fait, à la maturité où tu rentres dans le projet, enfin, dans l'entreprise ou dans le fonds. C'est ça? Oui, tout à fait. Et en plus, ce que les fonds aiment bien faire, c'est aussi communiquer sur les entreprises en portefeuille. Parce que quand tu investis en private equity, tu investis dans une stratégie pour avoir des rendements, mais tu es aussi intéressé par investir dans l'économie réelle. Ouais, donc sûr. Ça t'amuse de savoir... ce qui se passe, l'évolution, comment ça va. Tout à fait, ouais. Bien sûr. Ouais. Hop. On peut passer... Est-ce que vous avez des questions sur le sujet pour l'instant, sur le private? Moi, je trouve ça pour l'instant clair. Demain, je veux passer à l'action. Alors, tu l'as dit, le profil de risque pour voir mon appétence au risque et comment je veux y aller. Profil qui doit être fait d'ailleurs, on en a parlé cette semaine, mais on peut en reparler. Dès qu'on veut faire de l'investissement en tant que tel, c'est un b.a.-ba, le profil investisseur, ce qui permet d'avoir son appétence au risque, comprendre aussi son profil. Est-ce qu'on va aller sur des actifs très risqués, pas trop risqués, à quelle proportion, le projet, l'horizon. Donc c'est hyper important et c'est vraiment un truc qu'il faut faire avant tout investissement financier. Et tu dirais que, alors, je rebondirai aussi sur la vision dans quoi je vais investir. Tu dirais, je fais confiance à mon CGP ou à mon fonds parce qu'il a une bonne note. Je donne mon argent, ils investissent dans les sociétés qu'ils veulent. Ou tu dis aux gens, quand même, intéressez-vous aux sous-jacents. Essayez de creuser. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Comment tu vois les choses, toi, sur le côté invest? Ouais, c'est justement, moi, la philosophie de Climb, c'est évidemment qu'on attend de nous d'apporter le meilleur rendement possible au client en fonction du risque qu'il va prendre, de son horizon. Mais j'aime aussi comprendre quelle va être la psychologie derrière l'investissement. Ok. Donc, quand quelqu'un va placer, il faut imaginer ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, pour un dirigeant qui a travaillé dur, qui a cédé sa boîte, qui a de quoi placer, ou que ce soit même un cadre performant qui gagne bien sa vie, il faut comprendre la psychologie derrière de l'investisseur. Je prends le dirigeant qui a un risque embarqué important avec son entreprise. Lui, quand il va investir, souvent, son ADN, son profil va faire qu'il va vouloir prendre du risque aussi. Okay. Sauf qu'il a déjà un risque embarqué avec son entreprise. Donc là, on doit apporter de la pédagogie. C'est le risque sur l'entreprise, sur ton entreprise est là. Maintenant, avec ton patrimoine, il faut plutôt être dans une logique de sécurisation, de structuration long terme, avec la diversification que tu as évoquée. C'est vrai que c'est ceux qui sont le plus à même d'investir, parce que nous, on le voit dernièrement, on a eu un client qui est cadre dans une grosse boîte. Lui, c'est son quotidien, les structures, les lever des fonds, enfin voilà. Il dit, moi, ça, j'adore. Et je vais en parler à des gens autour de moi, mais c'est vrai que lui, par défaut, déjà, il est un peu dans une notion de risque perso sur la société, quoi. Ouais. C'est pareil au cabinet, les dirigeants qu'on a là, tu sens qu'ils sont beaucoup plus sensibles, en tout cas, que des salariés de manière générale, à investir dans le private equity, parce que, comme tu as dit, je pense qu'il y a l'appétence au risque. Il y a aussi, parfois, sur les sessions d'entreprise, il y en a qui veulent réinvestir absolument dans des actifs
plus risqué parce Je disais le 150 au better. Ouais. 150 au better ou même en direct. Peut-être que les gens savent Parce pas, du coup, alors on en a pas parlé. Si ça te. On en a parlé hier matin. 150 au better. Oui, mais rapidement. Oui, on en a parlé. On en a parlé. Et, alors, et je, Ah je- oui. je- Je je- veux que tu redises un peu. allez-y, expliquez-le le 150. Non, mais en gros, l'idée, c'est de vendre. On vend son entreprise qui a été apportée à une holding. L'entreprise est ensuite, l'entreprise apportée est vendue. Au lieu d'être imposée sur la plus-value, en fait, on va avoir un report d'imposition qui n'est pas une purge d'imposition, c'est bien un report. Sous condition de réinvestir son produit de cession, enfin, sa plus-value, à proportion de 70% dans des fonds éligibles ou des entreprises, des activités économiques éligibles dans un certain délai. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir investir pendant un certain nombre d'années, 5 ans dedans, pour avoir après de la liberté financière sur les fonds. Et donc, il y a des fonds de private equity qui sont bien évidemment éligibles à ça. Mais, comme tu l'as très bien dit, il faut être capable de, je trouve, en tant que dirigeant d'entreprise, surtout quand tu as vendu ta structure, en fait, le risque, tu l'as pris par l'activité pour moi. Ouais. De manière générale. Donc, il faut être capable que tu mesures ce risque-là. Tout à fait. Sur le 150 au bêta aussi, il y a des conditions, tu sais, sur les zones géographiques Tout à fait. où il faut être investi en Europe. Enfin, une grosse partie en Europe, un pourcentage significatif en Europe. Et pour la psychologie, en effet, de l'investisseur, les clients les plus représentés, nous, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est sûrement la même chose dans vos cabinets, c'est donc dirigeants, comme tu l'as dit, et aussi beaucoup de fonctions annexes autour du private equity. Donc, tu vas avoir des avocats, tu vas avoir des personnes qui travaillent sur la partie légale, mais aussi toute la sphère finance, des traders qui travaillent en finance de marché. Ceux qui sont habitués au quotidien. Exactement. Les gens qui connaissent finalement un peu la plupart des classes d'actifs et qui sont un peu au cœur du réacteur de la. Donc tu dirais plutôt que le fait que, à la différence peut-être des autres pays, peut-être aux États-Unis ou ça, ou peut-être je pense qu'on est en retard. Je sais pas si tu as des ratios, mais c'est quoi? C'est notre méculture. Je sais pas si c'est français, méculture. Notre mauvaise culture financière. Méconnaissance. J'ai voulu mélanger les deux mots. Je crée des mots à partir de 16h, je vais créer des mots. Moi, j'ai travaillé en Angleterre pendant 5 ans en finance de marché. Donc, alors pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Mais il y a des similitudes entre les deux pays avec la culture anglo-saxonne. Ce qui m'a frappé, alors j'étais là-bas de mes 25 à mes 30 ans, c'est la culture de l'investissement. Okay. Les gens sont hyper, alors de manière générale, gamblers, joueurs, et ils investissent très tôt dans les actions. Tu vois, ils parient sur tout, ils investissent hyper tôt dans les actions. Et ils ont compris quelque chose qui, à mon sens, est important, c'est que tu as 2 manières de générer des revenus. Tu as le fruit de ton travail, donc là, c'est ce qu'on fait maintenant, on travaille. Et 2, c'est le fruit de ton capital. C'est comment est-ce que tu vas investir. Ça, on l'a oublié. Et le fruit du capital, aux US, en Angleterre, c'est très développé, aussi historiquement, avec les systèmes de retraite, aussi culturellement, on n'a pas le même rapport à l'argent. Et en France, c'est vrai qu'on nous apprend moins ça. Donc il y a un enjeu, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, à simplifier, à vulgariser le fait d'investir. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert d'investir? Ça permet de générer des revenus, de générer de l'argent, et avec ça, de réaliser des projets de vie. Moi, j'axe beaucoup le discours sur comprendre ce que le client veut faire. Moi, une de mes valeurs enracinées, c'est par exemple le travail. Et quand je fais certains rendez-vous avec des clients, j'ai besoin de comprendre comment ils ont fait pour en arriver là, tu vois. Comment ils ont fait pour réussir. C'est ça, pas projeter juste leur projet dans la vie future, mais dire ce qui fait qu'aujourd'hui on se rencontre et que vous ayez de la capacité à investir. Qu'est-ce qui fait que vous en soyez là aujourd'hui? Comment vous êtes bâti ou construit? Échec et réussite. Ouais, exactement. Moi, on a toujours besoin de comprendre. Moi, à titre personnel, ça m'intéresse. Donc, les gens que j'ai recrutés dans la boîte aussi ont cette valeur-là. On veut comprendre la sueur qu'il y a derrière la réussite. Ouais, l'ADN du profil, quoi. Ouais, l'ADN du profil. Et puis aussi la fierté qu'il en tire. Et ensuite, nous, on l'accompagne à préserver, à structurer son patrimoine. Et donc, ce côté psychologie de dire quelqu'un qui a marné, qui a travaillé, qui a gagné de l'argent, par exemple, s'il a des enfants, il faut qu'il anticipe, qu'il mette de côté tôt pour ses enfants, parce que si jamais c'est important pour les parents de payer des études qui coûtent cher, si on regarde certaines écoles d'ingénieurs de commerce, on parle de 25 000 € par an pendant 3 ans. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est ce qu'on en parlait, je sais pas avec qui d'ailleurs, on en parlait cette semaine, que plus les années passent, plus les écoles sont chères. Ouais, complètement. Grosse inflation sur le prix des écoles. Énorme.
Ouais. Et voilà, donc je trouve que c'est important d'essayer d'éduquer sur la psychologie financière parce que ça a un impact sur la vie des gens, sur la liberté des gens. Là, on a donné un autre exemple que j'aime bien donner et que j'ai vécu à titre personnel. Moi, ma femme a travaillé 10 ans chez Sephora en marketing stratégique. Sauf que ce qu'elle aimait le plus, c'était le relationnel, l'humain. Et elle a mis du temps avant de changer de job parce qu'il y avait un sujet sur la sécurité financière. Moi, je venais de changer de métier. Donc j'étais se freiner pour l'équilibre familial. Ouais, moi j'étais sales en finance de marché, je gagnais très bien ma vie et et j'ai lancé ma boîte. Donc l'entrepreneur, au début, évidemment, il gagne également bien sa vie. Et j'ai senti qu'il y avait ça. Il a fallu que je sois plus sécurisé, que la boîte marche bien pour qu'elle puisse changer de job, qu'elle soit sécurisée d'un point de vue financier. Et épanouie personnellement. Épanouie, exactement. Et donc, il y a beaucoup de personnes qu'on peut aider avec bien gérer son patrimoine, ça apporte de la sécurité. La sécurité peut permettre de changer de job et d'être plus épanoui professionnellement. Ce qui est hyper important aussi, je trouve, tu l'as très bien dit, mais c'est que comprendre son client sur ce qu'il a fait, comment, pourquoi. Parce qu'au-delà de ce qu'il va te dire, dans ses objectifs, voilà, moi je suis quelqu'un de risqué, je veux prendre du risque, etc. Dans la manière dont il va te parler de son histoire, tu vas vite comprendre si finalement son trésor de guerre, qui peut être la cession de son entreprise, c'est finalement quelque chose qui est très important pour lui, ou à contrario, tu sens que le gars, s'il perd, je sais pas moi, 10-20% de son produit de cession, c'est pas grave, parce qu'il a peut-être d'autres sujets derrière, d'autres actifs qu'il sécurise, et ça, tu vas pas forcément le retrouver juste sur te dire, voilà, profil investisseur, ok, moi je suis dynamique, c'est cool. Ouais, exactement. Il faut poser des questions très perso. Ouais, t'as raison. Il faut vraiment aller dans le perso pour comprendre. De toute façon, on a un métier d'humain. Ouais, d'humain. Et tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, au-delà des documents, de la situation, des chiffres et tout qu'on rencontre. C'est plutôt sur la philosophie, l'ADN et l'histoire. Et sur le private, pour revenir dessus, parce que j'ai 2-3 questions sur comment je peux savoir si le fonds qu'on me propose est intéressant ou est-ce qu'il y a des red flags à voir. Comment tu répondrais à ce type de demande, quelqu'un qui peut-être se dire, je dis pas aux gens de le faire tout seul parce que je pense qu'il faut avoir vraiment des relations avec les partenaires, échanger avec eux, rencontrer des gérants ou en tout cas avoir des experts en face. Mais pour toi, quand tu regardes peut-être un partenaire qui te dit écoute Alric, j'ai un super fonds de private, je le propose, il y en a à qui tu dois dire oui parce que tu le trouves performant, d'autres à qui tu dois dire non, je sais pas, il y a des paramètres qui me vont pas. Toi déjà ta grille de lecture en tant que peut-être boîte de GP et la grille de lecture du client derrière. Tu fais bien de séparer les deux. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul sans être accompagné, des choses qu'on peut faire en étant accompagné avec un cabinet. Alors nous, ce qu'on fait, il y a plusieurs choses dans le cahier des charges. Ce qu'il faut regarder, c'est évidemment la performance historique du fonds. Donc chaque fonds a une obligation légale de communiquer sur ses performances. Donc si tu vois que sur du long terme, le fonds, l'équipe de gestion est performante, c'est un indicateur très important. On ne va pas rentrer en détail, mais il y a plusieurs indicateurs qui permettent de savoir si le fonds est performant. Si tu veux, il nous reste 19 minutes, tu as le temps. Si tu veux donner 2-3 éléments. Non, mais c'est plus la technicité. Mais c'est, ce qu'on va regarder, c'est le multiple de ta mise que tu investis. Ce que tu disais dans la colonne x1,2, x2. Exactement. Tu as raison. Donc là, si sur plusieurs années, plusieurs décennies, tu as un fonds qui offre un multiple important, c'est évidemment un très bon indicateur. Pour savoir si ça va pouvoir être délivré, ce qui compte, c'est l'équipe de gestion. Donc, c'est les gérants stars. Les gérants stars, quand tu vois un fonds de private equity de premier quartile, donc c'est-à-dire qui fait partie du premier quartile de performance. Tu peux l'expliquer ça peut-être parce qu'on est passé rapide, peut-être que les gens ne connaissent pas du coup cette vision des choses. Surtout qu'elle est importante, je crois, dans le private equity. En fait, les fonds sont classés chaque année en fonction de la performance qu'ils apportent. Et donc, le premier quartile, c'est tous les fonds qui vont être dans les 25% les meilleurs. Il y a même le premier décile, où là, c'est la Rolls-Royce, et là, c'est 10%. Alors, ça change. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains qui restent plus longtemps que d'autres. Et c'est souvent quand les gérants stars restent dans ces fonds de private equity. Tu as la durée à peu près de turnover ou pas ? Je ne saurais pas te dire, mais les fonds, évidemment, sont intelligents sur la manière de garder les gérants. Et d'ailleurs, c'est le fameux alignement de valeur dont je parlais. Les gérants, ils sont intéressés à ce que les fonds performent, puisqu'ils touchent de la performance en fonction de combien le rendement apporte aux clients. Donc, ils sont, on va dire, loqués sur du long terme.
Ils sont embarqués un peu avec toi, quoi, finalement. Pour te répondre, c'est des temps longs. C'est des temps longs, c'est plus de 10 ans. Okay. Voilà. Donc performance, l'équipe de gestion, les frais. Il faut faire attention aux frais parce que ça vient manger la performance. Mais de manière globale, les frais de gestion que tu as quand tu rentres dans un fonds de private equity, c'est de l'ordre de 2% par an. Ok. Voilà. 2% par an. Et ce qui n'est pas forcément énorme à partir du moment où tu as de la performance qui est là. C'est ce qu'on dit depuis le départ, avoir un contrat ou des fonds sans frais, mais pas de perf. Moi, je préfère avoir un contrat avec beaucoup de frais, je grossis le trait, mais beaucoup de frais et du coup beaucoup de perf. Ouais, c'est ça. Puis tu es sur des actifs risqués, quoi. Ouais. Il n'y a pas une grande différence sur les frais de gestion. Après, comment nous, on se rémunère, c'est sur les rétrocessions. Donc sur ces 2%, ils vont nous rétrocéder entre 0,5 et 0,7%. Donc voilà, il faut faire attention aux frais, toujours en regardant la performance nette. Et enfin, il y a aussi la facilité de souscription. Okay. Parce que là, c'est toujours intéressant de faire un rappel là-dessus. Quand nous, on a lancé l'entreprise, on a demandé aux clients ce qu'il y avait de plus important pour eux. Donc, il y avait plusieurs choix sur les actifs, sur la performance, sur la réactivité, sur un ensemble de choses. Et ce qui ressort en numéro 1, c'était la réactivité. Donc, la plateforme de marque de Klein, nous, on l'a construite autour de ça, autour de la simplicité, de la réactivité. Et quand on investit dans un fonds de private equity, eh bien, c'est la même chose. Il faut que ce soit simple pour le client d'y souscrire, donc via l'intermédiaire, via la plateforme qui permet de le faire. Et ensuite, une fois qu'il a investi, toute la partie suivi et reporting, ça aussi, ça doit être simple pour le client final. Et ce que tu disais donc, sur le quartile, je reviens, et sur les datas, les gens peuvent trouver ça en mode public, puisque s'il y a des classements, on peut le trouver en mode public, même si je leur conseille plutôt de demander à leur CGP, parce que mine de rien, ça doit être compliqué à trouver. Et après, du coup, toi, tu t'occupes, en tout cas, les cabinets s'occupent tu disais, les gérants stars, de se dire, OK, on voit un petit peu parce que ce que je crois, c'est qu'il y a une hyper concentration de la performance. Ouais, alors justement, nous, chaque année, on fait un post LinkedIn sur les principaux fonds de private equity. Et à l'époque, on avait récupéré les informations sur 2 sources. Une qui s'appelle Préquin et l'autre qui s'appelle, aidez-moi, là, très connue sur le private equity, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça va me revenir. Allez, on connaît qu'elle, bref. Et maintenant qu'on a ChatGPT et Claudia, je pense, il faudrait tester, qu'on peut demander de chercher sur le site internet de tous les fonds. Donc on peut faire une requête. On peut faire une requête en disant liste-moi les fonds de private equity les plus performants et ensuite liste-moi les principaux indicateurs de performance communiqués et fais-moi un classement. Voilà. Nous, je sais qu'on avait mis une personne à plein temps pour faire le truc pendant quelques semaines. Ce serait intéressant de voir ce que ça sort sur Claude ou ChatGPT. Évidemment, il faut du retraitement derrière. Claude a sorti un truc de wealth management aux États-Unis. Tout à fait. Je pense qu'ils ont dû implémenter des choses dedans. C'est sûr. Ouais, il y a eu un plugin wealth management, en effet, qui est sorti aux US. Et pour te répondre aussi, c'est une fois que tu as accès au fonds, il faut pouvoir y investir. Et la plupart de ces fonds ont des tickets d'entrée minimum de 100 000 euros. OK. Voilà. En dessous, tu as certains fonds de private equity dans lesquels tu peux investir. C'est surtout des fonds evergreen, donc où tu n'as pas d'appel de fonds tous les ans pendant 5 ans. Je crois que c'est ce que disait la BPI d'ailleurs. Ils avaient sorti un fonds evergreen. Tout à fait. Il y a le fonds de la BPI, il y a le fonds de Raseo. Il y a un nouvel acteur, un nouvel entrant qui va arriver qui s'appelle Partners Group. Donc là, tu as la possibilité d'investir en private equity sur des tickets plus accessibles à partir de 10-20 000 euros. Ça dépend de certains fonds. Ça commence à être beaucoup plus accessible. C'est vrai que le montant de 100 000 euros peut faire peur. Enfin, la personne qui investit dans une private equity, elle sait qu'il y a une notion de risque. Les tickets d'entrée baissent un peu au fur et à mesure que le temps avance et que ça se démocratise. Parce qu'effectivement, avant, c'était des tickets très chers. Tu as toujours des fonds qui sont très chers, mais globalement, ça baisse quand même. Ce qui te permet des entrées beaucoup plus souples. Oui. Ce qui est intéressant, c'est même quand on parle d'investissement en dessous de 100 000 euros, c'est avoir une logique de diversification sur la classe d'actifs. Tout à fait. Donc, tu vas avoir certains fonds qui vont permettre d'avoir 60% sur une stratégie private equity primaire et 40% sur une stratégie dette privée. Comme ça, tu as un couple rendement-risque qui est
qui est plus optimisé. Je crois qu'il y en a aussi qui te permettent d'étaler ton 100 000 euros sur plusieurs années. Oui, les appels de fonds. Ouais, pour vraiment avoir des cycles. Bah ça, oui. Alors ça va être on va dire le véhicule d'investissement. Tu as deux manières d'être exposé en private equity. Tu as l'evergreen, Okay. donc tu investis tout de suite, ce qui évite d'avoir la courbe en J, la fameuse courbe en J. Et tu as la stratégie d'appel de fonds, où là, quand tu investis 100 000 euros, au lieu de mettre 100 000 euros tout de suite, tu mets 20 000 euros par an pendant 5 ans. Ouais. Ça, du coup, tu fais un peu de DCA sur ton projet. Et, C'est l'équivalent, oui. ouais, tu mutualises un peu de risque. Sur le sujet. Sur la trésorerie que tu sors. Ouais. J'ai une question, toi, par exemple. On nous dit, OK, rentabilité, mais du coup, fiscalité de cette rentabilité. Alors la fiscalité, là, tu vas être à flat tax. Après, tu as la possibilité. Alors tout dépend de si tu préfères qu'on te distribue les rendements que tu vas avoir au bout de la 4e année, généralement, ou si tu préfères les capitaliser. Si tu les capitalises, donc au lieu de les recevoir, tu demandes à ce qu'ils restent dans le fonds. Donc comme ça, ton assiette d'investissement devient plus importante. Et là, tant que ça ne sort pas du fonds, tu n'es pas fiscalisé. Pour rentrer dans le détail, il faut en parler avec un fiscaliste qui va déterminer aussi la manière dont tu investis. Est-ce que tu le fais en direct? Est-ce que tu le fais via une holding? Ça demande de creuser avec un fiscaliste. Puis encore une fois, quel est le projet de base Tu as des retours un peu là? Alors peut-être c'est des délais courts parce que sur l'investissement en private, les cycles sont un peu longs. Tu as déjà eu quelques retours de sortie, des track records, les derniers peut-être qu'on t'a communiqué sur ton partenaire? Bon, parce que ça donnait en ce moment. Écoute, sur les pas encore, parce que nous, on s'est mis à proposer du private equity avec beaucoup de conviction depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et les premières distributions, comme je te l'ai indiqué, arrivent au bout de 3-4 ans, de 4 ans plutôt. Donc là, ça va arriver. Ouais, donc là, ça va arriver. Après, c'est le track record des fonds qu'on a sélectionnés, qu'on connaît évidemment très bien, qui ont... alors là, comment est-ce qu'on a fait pour sélectionner les fonds? On a fait donc une due deal sur chacun des fonds et des fonds de fonds. On n'en a pas parlé, la distinction, je peux le rappeler très vite. Je veux bien. Hein. Voilà, donc quand tu investis dans un fonds, ce fonds va investir dans plusieurs entreprises, mettons 100 entreprises, donc tu es diversifié avec ces 100 entreprises-là. Quand tu investis dans un fonds de fonds, le fonds de fonds, lui, va investir donc en moyenne dans 4 fonds. Et donc c'est 4 fonds dans 100 entreprises. Ouais, donc tu es beaucoup plus diversifié parce que tu es sur 400 boîtes. En revanche, évidemment, comme on dit fonds de fonds, tu as une couche de frais en plus. Donc ce qu'il faut regarder, c'est fonds de fonds, si jamais je vulgarise, tu es plus diversifié, un peu moins de risque, mais un rendement un peu plus moindre. Et quand tu es en fonds en direct, tu as la possibilité d'avoir un rendement plus important, mais un peu plus de risque embarqué. C'est ça, puisque tu mutualises ton risque sur 400 boîtes au lieu de 100. Voilà. Mais par contre, tu as statistiquement plus de chances qu'une de ces 400 boîtes explose, mais du coup, ça te fait une moyenne. Donc après, c'est de voir... Tu conseillerais quoi, du coup, de commencer par un fonds de fonds, commencer par un fonds? Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment en fonction des opportunités que propose le partenaire. Ouais, tu l'as dit, on l'a tous dit, ça va vraiment dépendre de l'objectif du client, de son horizon d'investissement, du risque qu'il veut prendre. Une fois qu'on a ce cahier des charges-là, tu peux l'indiquer sur la stratégie d'investissement, donc primaire, secondaire, etc. Sur le véhicule, est-ce que c'est de l'evergreen? Donc, est-ce que tu investis tout de suite ou est-ce que tu investis en appel de fonds? Et sur la fiscalité. Tu peux le recommander que lorsque tu as fait l'audit patrimonial. Et je n'ai pas répondu à ta question juste avant sur les track records. Donc, quand on a sélectionné les fonds, nous, justement, c'est des données qu'on a consolidées en fonction de tous les fonds référencés. Alors, évidemment, pas que en France, je dirais même... d'abord aux US, après en Europe et puis en France, où là on a regardé plusieurs paramètres, donc on en a parlé, la performance avec le multiple d'investissement, le taux de rendement, l'équipe de gestion et donc l'historique. On a concaténé ça et on en a sorti une liste de fonds. Après, il faut avoir accès à ces fonds-là. Et là, ça a été mon job d'avoir des intros avec... négocier avec ces fonds, parce que généralement, ils demandent à ce que les montants d'investissement soient très significatifs. Les plus gros fonds, on peut y rentrer à partir de 20-30 millions d'euros. Donc là, il y en a certains qui permettent d'y accéder à moindre coût. Donc là, on a des partenariats en direct avec eux. Et sinon, on peut passer par une plateforme qui s'appelle qu'on connaît, qui s'appelle Private Corner, voilà. Et eux permettent d'accéder avec des tickets de 100 000 euros à des fonds directs. Et sinon, il y a les fameux fonds de fonds dont on a parlé,
où là, il y a Altaroc, il y a Élévation Capital, il y a Opal Capital, il y a Archinvest. Voilà, c'est les 4 gros qui C'est que je connais qui sont plus sur le marché. Altaroc, moi, tu vois, que j'avais rencontré sur une réunion comme ça, qui nous avait montré leur appel de fonds en disant voilà, nous, notre but c'est de faire ça avec ces stratégies. Oui, tout à fait. On travaille avec Altaroc et eux, ils ont une stratégie donc fonds de fonds avec un axe growth buyout, donc des entreprises en phase de développement très importantes, et une géographie entre les US et la France pour apporter de la diversification. Ouais, donc tu sélectionnes aussi tes en face en fonction de leur psychologie d'investissement, en tout cas leur credo, en disant voilà où je veux aller, voilà comment je vois les choses. Et chacun a sa gestion différente en plus. Ouais. Tout à fait. Chaque fonds de fonds a une stratégie d'allocation qui lui est chère en termes de zone géographique, de secteur, de taille d'entreprise, d'équipe aussi. Il y en a qui... et ça, enfin, je vais dire aussi un mot sur l'équipe, parce que ce soit que ce soit sur du LBO, du capital développement ou du VC, ce qui est le plus important quand on investit, c'est l'équipe, c'est les fondateurs. Ouais. Ils doivent être, si je devais résumer, ça doit être évidemment des gens smart, des gens hyper résilients, parce que ça, vous le savez, ça va vous parler. Non, mais c'est la vie d'une boîte, mais toi, tu as connu ça aussi en perso. Enfin, c'est le matin se lever en disant ouais, ça va pas, mais il faut y aller, quoi. Mais la tête dedans, quoi. Exactement. Voilà. Ça. Ouais, il faut accepter de se prendre des murs aussi. Des murs, des claques, donc la résilience, il y a des up and down tout le temps. Et puis après aussi, et je le vois chez vous deux, hein, c'est l'envie de gagner. L'envie de gagner, l'envie de réussir. C'est ce qui fait aussi ce qui permet de tenir. Et le besoin d'être utile. Okay. On travaille, on est en B2C. Donc en B2C, on est tous portés par l'ADN de ce qu'on fait. Ça doit aider les gens. Comment est-ce qu'on peut aider les gens? On les aide sur quelque chose d'important, qui est leur patrimoine, ce qui permet de financer des projets de vie. Qui est le projet d'une vie. Hein. Ah bon, on est tout à fait d'accord. Et en plus de ça, est-ce qu'il t'arrive de rencontrer, parce que toi, tu es plutôt dans cet univers-là, parce que tu as aussi levé de ton côté, tu as monté une start-up, voilà. Ouais. Du coup, tu fréquentes des gens comme ça. Ouais. Il t'arrive, avec ces fonds, de rencontrer, du coup, tu parles des équipes, de les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux pour certains, de voir si, en gros, en disant, tiens, cette boîte-là, s'il y a quelqu'un qui finance, j'aimerais vraiment être dedans. Ouais, bah, mais à moi, à titre personnel, j'ai investi dans quelques startups. Alors, c'est marrant parce que justement, j'ai investi dans pas mal de startups et je me suis dit à un moment, oula, stop, startup, max 3% de son allocation. Et là, je suis à 70%. Et là, il faut diversifier sur le private equity, comme on l'a dit, mais aussi sur les autres classes d'actifs évoqués précédemment. Donc oui, moi en plus, alors, ce que je recommande quand on investit dans des boîtes, soit start-up ou même des titres, hein, quand on investit dans du L'Oréal, c'est donc déjà évidemment l'équipe. Et après, on a tous un gros biais, c'est qu'on va vouloir investir dans des boîtes d'amis. C'est vrai. Des gens que tu connais, que tu côtoies, etc. Donc ça, oui, évidemment, c'est bien de le faire, si et seulement si ça répond à ton cahier des charges. Souvenez-vous, cahier des charges, chez l'équipe, la personne doit être travailleur, résilient et avoir évidemment porté par une envie de gagner. Et on oublie l'affect. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'affect. Donc il faut évidemment faire attention à ça. Et sinon, un autre biais que je vois, c'est, imagine tu as un top 4 de chez, je sais pas, L'Oréal ou Volkswagen. Bah, la personne de chez L'Oréal va vouloir investir dans le luxe. Oui. La personne de Volkswagen va vouloir investir dans l'auto. Donc c'est évidemment intéressant qu'elle puisse le faire parce qu'elle a une connaissance de son marché qui est hyper importante. Mais toujours pareil, sur la bourse, il faut quand même privilégier la diversification sur les différents indices. Ouais. Élargir son spectre qu'on connaît bien de par son activité ou on va dire même sa traçabilité familiale. Hein, sur les activités qu'on va avoir, sur ce qu'on nous enseignait. Il faut vraiment s'ouvrir à ce qui est possible. Il nous reste 3 minutes. Donc je pense qu'on est pas mal au niveau du timing. Je sais que peut-être il y avait une ou deux slides en plus. Non, bah après c'est pour... c'était pour la fiscalité. Moi, c'est que j'aime bien cet univers d'entrepreneur. Parce qu'en fait, tu le dis, en fait, on parie sur une entreprise, mais on parie sur des gens, en fait, sur soit leurs idées, soit leur capacité à les développer selon la phase de la boîte. Puis l'histoire. Ouais, c'est ça. Quand tu paries aussi sur les gens, des fois, tu peux trouver des red flags en disant, mais non, lui, je le sens pas ou j'y vais pas. Sur tes sélections, donc là, tu as mis ça en place depuis 3 ans. Tu vois vraiment un taux de pénétration dans tes clients où ça va beaucoup plus vite? Ouais. Bah,
ça va être la manière d'accéder à ces fonds-là qui est maintenant accessible. Accéder à du Ardian, à du Thomas Bravo, à du General Atlantic, à du Kinsight, à tous ces fonds-là de premier quartile. Avant, c'était pas possible. Maintenant, ça l'est. Ok. Donc, comme ces fonds ont la possibilité d'être distribués à nos clients, oui, il y a beaucoup plus d'intérêt sur cette classe d'actifs. Et nous, notre job, c'est d'expliquer aux clients que cette classe d'actifs permet d'aller chercher de la surperformance en complément des marchés boursiers, surtout dans une période qui peut être chahutée avec de l'incertitude comme aujourd'hui. Ok. Hyper clair. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou Nicolas sur le private, si tu penses qu'on a fait tout le tour. Moi, ça me paraît plutôt clair. En tout cas, les retours que j'ai, c'était positif. Alors, j'ai quelqu'un qui me disait on entend plutôt 10% du patrimoine pour le private equity, pas 3%. Bon, après, c'est. Alors, moi, je parlais 3% de start-up. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Start-up, donc Après, le au-delà de plus ça, risqué. je pense que le message qui doit être passé, c'est diversification. Donc, c'est clairement une minorité dans la part globale de son patrimoine, que ce soit 2%, 3%, 10%. On est tous à peu près d'accord. Voilà, je pense qu'elle est 10-15% max d'actifs un peu alternatifs, de manière générale. Exactement. C'est très bien. Et ce que j'aime bien aussi chez Alric, c'est de dire, même moi qui suis dans cet univers, je me suis dit à un moment, pas trop quand même. Non, mais en plus, quand tu es un peu passionné par ça, ça doit être terrible parce que du coup, tu dois avoir plein de projets, tu dois avoir des opportunités, tu te dire, ouais, ça, j'ai trop envie d'y aller, ça, non, machin truc. Donc, tu y vas, et puis après, comme tu prends un peu de recul, quand on t'en fait prendre ta femme, par exemple, tu te dis, on va lever le pied. C'est vrai que tu le vois sur LinkedIn, souvent, tu as des lignes, des mecs de start-up ou investisseurs, et tu en as 10, 20, 30. Parce que c'était père, c'est les gens avec qui tu es tout le temps. Donc, en effet, il y a beaucoup d'opportunités, il faut savoir dire non. Regarde, même nous, tu crées des projets, chacun son cabinet, tu as un projet, puis un projet, puis un autre projet. On part sur plusieurs projets. Enfin, bon. Déjà que vous ayez eu le temps de faire ça en plus de vos boîtes. C'était dur. Heureusement qu'on a des associés cool, des collaborateurs sympas, aussi des gens qui sont venus, qu'on dit oui rapidement. Associés sympas, intervenants sympas, une équipe sympa. On est confrères, on n'est pas concurrents. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, on fait le métier différemment, on n'a pas les mêmes clients. Et je veux dire, aujourd'hui, nous, les retours qu'on a depuis le lundi, c'est des retours positifs, aussi bien des intervenants et des gens qui se sont inscrits. Donc franchement, nous, on est contents. Et ça, parce que nous, on se connaît depuis un peu plus longtemps, Nicolas, c'est vrai que tu contribues beaucoup dans l'écosystème gestion de patrimoine à ce que les gens soient ensemble versus, tu vois, comme ça sur le gun. Pas de guerre. Même côté du gun, on voit que tu as la notion d'entraide entre les acteurs de la gestion de patrimoine. C'est toujours entraidé apprécié. tous. C'est cool. Franchement, c'est hyper important. Tu vois, on a vu Thibaut Boutrou hier soir, qui est CEO de chez Myria avec Asher Owen Simonin. Il nous avait son carnet d'adresse en disant va voir lui. Aujourd'hui, franchement, et je te remercie aussi parce que tu en fais partie. On n'a que des gens smart et sympas et qui ont tous joué le jeu. On va s'arrêter là, du coup. On va voir quelqu'un après, qui devait être là lundi à 9h. Je sais pas si Richard Michaud. Ça doit te parler. De nom. Mais tu vas le croiser, il est dans les... On va le féliciter à la maman parce qu'il est devenu papa lundi matin. Magnifique. Il nous avait dit, peut-être que cette semaine-là va être compliquée, et c'est effectivement le cas. On va parler de budget, c'est ce qu'on devait faire lundi matin, donc là on va parler vraiment de comment je gère mon argent. Je vous dis à dans 10 minutes, et je te remercie Aldric encore sur le sujet. Avec grand plaisir, merci les gars. Merci.